La frontière qui sépare l'Espagne du Portugal est l'une des plus anciennes d'Europe. Dans la partie qui longe la région de l'Alentejo, entre le XIIe et le XIXe siècle, pas moins de 5 guerres s'y sont déroulées. L'antagonisme historique entre les deux pays n'a pourtant pas empêché la cohabitation pacifique des populations frontalières. La frontière entre le Portugal et l'Espagne se matérialise dans le paysage par une succession de fortifications impressionnantes, comme ici, à Elvas. Avec le temps, malgré les guerres récurrentes entre les deux pays, la frontière est devenue un élément essentiel de l'identité culturelle de cette région que les Portugais, tout comme les Espagnols d'ailleurs, appellent la raya, la ligne. La cité portugaise d'Elvas est une ville stratégique de la frontière. Située sur la route qui relie Madrid et Lisbonne, elle a été qualifiée de clé du Portugal. 4 kilomètres de remparts protègent la ville des prétentions territoriales espagnoles. Les premières fortifications ont été érigées entre le Xe et le XIVe siècle. À partir du XVIIe siècle, l'évolution des techniques militaires pousse à la construction de nouveaux remparts équipés de douves sèches. Des fossés sans eau dans lesquels l'assaillant est exposé aux tirs croisés des pièces d'artillerie dissimulées dans l'épaisseur des murs. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce système défensif s'inspire notamment des constructions de Vauban. Il comprend les remparts de la ville d'Elvas à proprement parler, 3 fortins et 2 forts sur les hauteurs environnantes. Dans ces murs, la ville abrite plusieurs casernes ainsi que des églises et des monastères dont certains ont été adaptés à des usages militaires. Au quotidien, les civils étaient assujettis aux exigences de l'armée. Afin d'éviter toute tentative d'irruption espagnole, les heures d'ouverture et de fermeture des portes de la ville étaient sous contrôle militaire. José Ribeiro est le conservateur du musée militaire d'Elvas. Le fort de Santa Graça s'étend sur 14 hectares. Ces fortifications sont l'exemple le plus accompli de l'architecture militaire portugaise du XVIIIe siècle. Bom, estamos a passar. Nous sommes en train de passer les ouvrages intermédiaires, que l'on nomme aussi les pièces maîtresses. Nous arrivons ensuite au second fossé, qui permettait la protection extérieure de ces bâtiments, et qui constituait alors le dernier fort. La garnison effectuait l'ultime défense de la fortification depuis ce bastion central. Il faut combien d'hommes pour tenir une place aussi importante ? Le fort de Graça a été dessiné et construit pour recevoir une garnison de 1500 soldats et 143 pièces d'artillerie. Il a été complètement opérationnel pour des fonctions militaires jusqu'au milieu du XIXe siècle. En 1834, le fort est converti en prison militaire. Sous la dictature de Salazar, entre 1926 et 1974, les soldats réfractaires y sont incarcérés.
Historiquement, le Portugal a toujours été en guerre contre l'Espagne. Et on peut dire aussi que l'Espagne a toujours eu l'intention d'asseoir sa domination sur le Portugal. Et effectivement, le chemin le plus court de Madrid, la capitale de l'Espagne, pour aller à Lisbonne, la capitale du Portugal, passe par Elvas. C'est une voie directe, sans obstacle. Ce fut aussi la principale route d'invasion pendant des siècles. D'où la justification et l'existence de tout ce système fortifié, ici, dans la ville d'Elvas. La frontière passe où exactement ici? La frontière entre le Portugal et l'Espagne passe au niveau de cette ligne de végétation définie par les arbres, là-bas. La frontière physique entre les deux pays suit le fleuve Guadiana de ce côté et le fleuve Caia de l'autre côté. Les constructions qu'on aperçoit là, après la route, c'est la rivale d'Elvas? Exactement. À la fin de cette route que tu indiques, se trouve la ville de Badajoz, l'équivalent en termes de fortification de la ville d'Elvas. Ainsi, Badajoz, à 12 km à peine d'Elvas, avec sa grande fortification dans la région espagnole de l'Estrémadure, a justifié du côté portugais, dans l'Alentejo, la construction de tout ce système défensif unifié. Cela explique qu'Elvas possède la plus grande fortification de remparts à douves sèches du monde, toujours debout. Ce dispositif militaire exceptionnel traduit la détermination de la couronne portugaise face aux tentatives d'annexion des Espagnols. Pendant des siècles, les civils de la région d'Elvas ont supporté un impôt uniquement consacré à la construction des remparts et des forts. À la grande époque, il y a eu jusqu'à combien de militaires ici à Elvas, dans la ville? Elvas fut durant 200 ans la plus grande place forte du royaume du Portugal. C'est à la fin du XVIIIe siècle que l'on trouve le plus grand nombre de militaires stationnés à l'intérieur de la ville. Elvas, à la fin du XVIIIe siècle, au moment des invasions françaises, abrite alors 35 600 militaires entre ses murs, 2 fois plus que l'actuelle armée de terre du Portugal. Mais les tensions entre les deux pays sont avant tout l'affaire de l'armée. Au quotidien, les civils, de part et d'autre de la frontière, restent en dehors du conflit. La cohabitation entre civils portugais et espagnols a toujours été la plus pacifique que l'on puisse trouver. Les militaires faisaient la guerre, mais de chaque côté de la frontière, les civils partageaient les semences, comme les récoltes, tous les travaux agricoles et la garde du troupeau. Malgré ce face-à-face, on ne considère pas ici que l'Espagnol est l'ennemi, quand on est civil au moins. En réalité, les militaires se considéraient comme des ennemis, mais les civils cohabitaient de manière pacifique. Construit au XVe siècle, l'aqueduc d'Amorera est l'un des plus hauts d'Europe. Il a permis à la ville de soutenir les nombreux sièges que les Espagnols lui ont imposés. Aujourd'hui encore, l'édifice alimente la ville en eau. Cet ouvrage, long de 7 km et constitué de 800 arches, a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Du nord au sud, la frontière entre l'Espagne et le Portugal s'étend sur 1214 km. Dans l'Alentejo, elle longe le parc naturel de São Mamed, du côté portugais. À l'intérieur, des menhirs disposés en ligne sont visibles sur plus de 30 km. Ces monuments mégalithiques font l'objet de fouilles depuis des décennies. Ils auraient été érigés au néolithique en 5000 avant Jésus-Christ. Pour comprendre le sens et le rôle de cet alignement de menhirs, les archéologues ont étudié le sol de toute la région. Jorge de Oliveira est professeur d'archéologie à l'université d'Evora. Né ici, à côté de la Raya, il est un des premiers à avoir formulé l'hypothèse que ces menhirs marquaient une frontière entre deux populations du néolithique. Alors Raphaël, nous arrivons devant le plus grand menhir de la péninsule ibérique, 7,52 m de hauteur, pour un poids d'environ 20 tonnes.
De fait, c'est le plus grand monument mégalithique non funéraire de cette forme que nous trouvons dans cette région, avec un âge très ancien. Et pourquoi ce menhir a été érigé ici, on le sait? Parce qu'il fait partie d'une ligne d'autres menhirs qui séparait deux territoires. Un territoire d'agriculteurs au sud et un secteur de bergers au nord. Une société plus riche d'un côté et une société plus pauvre de l'autre. Deux sociétés différentes. Georges, pourquoi coexistent deux modes de vie aussi différents et aussi près l'un de l'autre? À cause de la géomorphologie du terrain. Ces sols devant nous, et les sols de la zone sud, offrent le meilleur potentiel agricole. Là-bas, ce sont des sols pauvres avec une fine couche de terre sans grande capacité agricole, propice au pastoralisme. C'est pour ça qu'on a d'un côté les agriculteurs et de l'autre les bergers. D'un côté les sols granitiques, de l'autre des sols de schiste. Deux espaces géologiques distincts dans lesquels se reflètent deux économies, deux sociétés, deux cultures très différentes, mais aussi avec beaucoup de points communs. En fait, cette ligne de menhir fonctionne comme une frontière entre deux territoires, une frontière préhistorique. Est-ce que cette frontière matérialisée par cette ligne de menhir est sur la frontière actuelle entre l'Espagne et le Portugal? Non, complètement à l'opposé. Cette frontière est avant tout paysagère. La frontière actuelle est fidèle à la volonté politique des hommes du XIIIe siècle qui entendaient alors séparer ce que nous appelons la Castille du Portugal. Cette frontière ancienne, préhistorique, sépare le sud du nord, alors que la frontière actuelle, politique, sépare l'ouest de l'est. Ce sont donc deux territoires différents avec deux frontières complètement distinctes. Le paysage dit quelque chose de cette réalité et c'est très intéressant. Dans l'Alentejo, la frontière épouse le tracé du fleuve Guadiana. Ici, un vieux litige frontalier est toujours en suspens. Aujourd'hui en territoire espagnol, la ville d'Olivença a été portugaise pendant 5 siècles. Avant qu'il ne soit détruit par les Espagnols en 1709, ce pont qui enjambe le fleuve Guadiana était le seul moyen de ravitailler la ville en période de conflit. Un siècle plus tard, au cours de la guerre dite des Oranges, l'Espagne défait le Portugal. En 1801, les Portugais, vaincus, sont contraints de signer le traité de Badajoz qui entérine la perte d'une petite partie de leur territoire, incluant la ville d'Olivença. Pour comprendre cette histoire, il faut traverser la frontière et se rendre côté espagnol, à Olivença. Luis Limpo est espagnol. Cet ancien journaliste est aujourd'hui le responsable des archives de la bibliothèque d'Olivença. Olivença est une ville espagnole, mais sa tour, elle, est portugaise. Dans quel contexte historique a été construite cette fortification ? Olivença, effectivement, est une ville espagnole depuis 1801. Et concrètement, depuis la guerre des Oranges, qui s'est conclue par le traité de Badajoz. Mais pendant 5 siècles, Olivença a été une sorte d'épine enfoncée dans le cœur de la couronne de Castille. C'est une ville très proche de Badajoz, le lieu le plus important de toute la frontière avec l'Espagne. Cette importance stratégique explique l'ambition portée par le Portugal pour cette petite enclave située sur la rive gauche du fleuve Guadiana. Sur cette terre que nous voyons, très plane, le Portugal se devait de compenser cette horizontalité
par la verticalité de cette grande construction qui date de l'époque d'Alphonse IV à la fin du XIVe siècle. Cette tour a la particularité d'être la plus haute de toute la frontière entre la Castille et le Portugal, de toute la raya avec ses 35 mètres de hauteur. Comment Olivença tombe aux mains des Espagnols? Il y a une bataille, un siège? L'explication est simple. Souvent, nous pouvons expliquer les faits historiques par la géographie. Et c'est la géographie qui explique l'abandon d'Olivença. Ici, nous avons le Portugal, la province de l'Alentejo. Ici, nous avons le fleuve Guadiana et Olivença se situait de l'autre côté du fleuve. La ville était liée au Portugal seulement par un élément logistique, le pont de Ajuda. Mais ce pont a été détruit en 1709 au moment de la guerre de succession d'Espagne. C'était l'unique ouvrage qui permettait d'échapper au courant du fleuve Guadiana et qui permettait aussi d'accéder et de secourir l'enclave. Alors après, Olivença s'est retrouvé comme une colonie abandonnée par Lisbonne. À partir du moment où le pont était détruit, c'est toute cette région qui était perdue pour la couronne portugaise. Effectivement, environ 450 km² ont été inclus au territoire espagnol, en vertu du traité de Badajoz, issu de la brève campagne militaire connue sous le nom de la guerre des Oranges. Au Congrès de Vienne, en 1815, l'Espagne s'engage à restituer Olivença au Portugal. Mais 2 siècles plus tard, la promesse n'a toujours pas été tenue. À proximité de la frontière, les paysages agricoles présentent une organisation typique du sud de la péninsule ibérique. Le chêne y tient une place prépondérante. Ces vastes domaines agroforestiers sont appelés montado au Portugal et dehesa en Espagne. Francisco Mondragao Rodriguez est portugais et ingénieur agronome. Ici, le paysage a les petits airs de savane africaine. Est-ce que c'est un paysage naturel? Oui, c'est un paysage naturel, mais il y a de l'intervention humaine. Il y a des zones sans arbres, comme on trouve dans la savane africaine. Il y a des arbres qui sont un peu coupés en dessous à cause des animaux qui mangent les feuilles. Ah, c'est ça qui donne la forme aux arbres, en partie. Oui, en partie, parce que l'autre partie, c'est l'homme qui coupe les branches chaque 6 à 8 années pour l'utilisation des feuilles pour l'alimentation des animaux. Et puis après, pour faire du charbon végétal, qui est aussi une forme de revenu du montado pour le propriétaire de ce genre d'écosystème. Montado, c'est donc ce système d'exploitation agroforestier. Oui, exactement. C'est ce qu'on trouve ici. Il y a 2 formes de montado. Celui-là, c'est le montado du chêne vert, mais il y a aussi le montado du chêne liège, avec les arbres qui donnent le liège. Et ce sont des paysages qui sont typiquement, exclusivement portugais, qui s'arrêtent à la frontière, par exemple? Non, c'est un paysage typique du sud de la péninsule ibérique. Il y en a en Espagne, ça continue en Espagne. De l'autre côté de la frontière, il n'y a pas presque de différence. Vous avez la dehesa, c'est le nom espagnol pour le montado. Et vous trouvez ici, de l'autre côté de la frontière, dans la région d'Extremadura. Et puis au sud, en Andalousie, vous trouvez pas mal de dehesa. C'est notre montado ici du Portugal. Je viens juste de l'autre côté de la frontière, à Olivença, et là-bas, il n'y a pas de chêne. Hein. C'est pas le même paysage du tout. C'est pas le même paysage. Le terrain est un peu plus plat, moins vallonné. Les sols sont de beaucoup meilleure qualité qu'ici dans cette zone. Alors ils ont coupé les chênes pour intensifier un peu l'agriculture et faire d'autres genres de cultures. C'est peut-être pour ça que ce territoire qui est portugais et qui a été enlevé il y a 2 siècles auparavant, n'a pas été rendu à nouveau au Portugal. Il y a toujours une tension sur la propriété de ce territoire entre l'Espagne et le Portugal? Oui, ça continue. Il y a 63 km de frontières qui n'ont pas de bornes et qui ne sont pas marquées sur les cartes militaires portugaises. Ils ne peuvent pas marquer la frontière du côté d'Olivença parce que ce serait encore pire. C'est contraire au texte?
Oui, et ça se maintient, cette ambiguïté, aujourd'hui, au XXIe siècle, entre deux États de l'Union européenne, une question de frontières. Mais c'est quoi, c'est un tabou diplomatique? Oui, oui. Même au sommet entre le Portugal et l'Espagne qui sont faits chaque 2 années, le sujet n'est pas abordé. Parce que c'est difficile de résoudre ce problème. Malgré ce litige territorial non résolu et des siècles de conflits, de part et d'autre de la Raya, les populations vivent ensemble au point de constituer un groupe social propre, les Rayanos. Ils organisent notamment des fêtes de village où les couples se forment sans se préoccuper des nationalités. Luis Leal Pinto est linguiste. Il a choisi d'enseigner le portugais dans un lycée en Espagne. Le poste frontière de Marvao est abandonné depuis que le traité d'Amsterdam, signé en 1997, a intégré la Convention de Schengen, assurant la libre circulation des citoyens européens. La frontière a joué un rôle important pendant très longtemps dans la région. Quelle a été son influence, son incidence sur la vie économique ? Ici, la frontière a toujours joué un rôle économique essentiel. Autrefois, avant l'ouverture de la frontière, il y avait de la contrebande. C'était même une réalité fondamentale dans l'économie domestique. Par exemple, à l'époque, dans le Portugal de Salazar, pendant la dictature, il était impossible d'acheter un certain type de boisson gazeuse. C'était courant de faire de la contrebande, même de boissons rafraîchissantes. Il y a d'ailleurs une histoire amusante d'un contrebandier qui, tous les jours, passait devant le poste de frontière avec son vélo et un seau de terre. Il disait qu'il transportait de la terre espagnole pour son jardin potager portugais, une histoire très banale de la frontière. En fait, le contrebandier passait tous les jours avec un vélo neuf. Ça, ce sont les anecdotes de la frontière. Certaines sont réelles, d'autres relèvent de la légende. Mais il s'agit toujours de patrimoine. On a donc le patrimoine urbain, mais aussi le patrimoine immatériel. Et ça, c'est très intéressant. Les gens qui vivent et qui vivaient à la frontière parlent exclusivement portugais, exclusivement espagnol. Il y a un mélange qui s'effectue. En fait, il existe un mélange des deux langues. En termes linguistiques, ce sont des cas très intéressants. Nous parlons de personnes qui s'expriment avec un langage propre à la Raya. C'est comme un dialecte qui est influencé tant par l'espagnol que par le portugais. Du côté espagnol, on l'appelle le chapureo. Et ici, pour rigoler, on l'appelle le portugnol. En réalité, ce sont des nécessités linguistiques qui transparaissent à travers cette manière de communiquer et qui sont liées aux anciennes générations. Malheureusement, ce langage a tendance à se perdre. Au lieu de séparer les gens, cette frontière, on a l'impression qu'elle a créé une unité culturelle. Oui, il y a effectivement une unité culturelle. Ici, à cet endroit de la Raya, nous avons une frontière physique, mais qui s'apparente aussi à une frontière sentimentale. Il existait des mariages mixtes, et c'était assez courant dans tous ces villages frontaliers. Dans la Raya, la femme était espagnole, le mari portugais, et inversement. Et ces mariages ont permis de créer une identité très particulière, assez typique de cette frontière, et c'est ce qui nous unit. Ici, les Rayanos ne parlent jamais de frontières, mais bien d'un territoire commun. La Raya, loin de séparer les populations frontalières d'Espagne et du Portugal, les a en définitive rapprochées.